Bonsoir à tous et bienvenue. Covid-19, 195 cas positifs, un décès, 55 guéris, 138 encore sous traitement. Premier bilan mensuel donné par le ministère de la Santé qui rapporte 5 nouveaux cas ce 2 avril. Le Sénégal expérimente depuis quelques jours l'hydroxychloroquine qui donne quand même de bons résultats. Le service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann reste optimiste pour les prochains jours. 56 lits de réanimation sont prêts. 40 autres seront bientôt disponibles pour le diagnostic du coronavirus. L'Institut Pasteur de Dakar veut aller à 1000 tests par jour. Un laboratoire mobile est déjà installé à Touba, un autre sous peu à Ziguinchor, mais ailleurs à l'intérieur du pays. Les districts sanitaires manquent de matériel de protection. Le personnel de santé est très exposé. Des manquements dans la répartition des équipements dénoncés par l'Alliance Onde de Gueusseum. C'est le cas dans les districts sanitaires de Pété, Dagana, Linguère, entre autres. Pour la nécrologie, retenez aussi que le comité de gestion des cimetières catholiques a réaménagé les horaires d'accès avec le couvre-feu. Les inhumations se font entre 8h et 13h à Bel-Air et à Saint-Lazare de Béthanie. Le sport et info écho complète ce journal mis en onde par Hassan. Sud-Soir. Alassane Wade est à la technique. Premier bilan mensuel du coronavirus au Sénégal. Un mois après l'annonce officielle du premier cas, le Sénégal enregistre à ce jour 195 personnes contaminées, 55 sont guéries, 138 en traitement, un décès et une évacuation. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a fait le point. On l'écoute. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques. 5 sont revenus positifs. Il s'agit de 2 cas importés et de 3 cas contacts suivis par nos services. Par ailleurs, j'informe que 10 patients hospitalisés sont guéris aujourd'hui et sortiront dans les heures qui suivent. À ce jour, 195 cas ont été déclarés positifs. Malheureusement, ont évacué. Donc, on a 138 patients à ce jour en traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des recommandations et de toutes les mesures de prévention individuelle collective. 56 lits de réanimation sont disponibles à Dakar pour le coronavirus. 40 sont en cours de mise à disposition et des respirateurs sont disponibles, rassure le professeur Mamadou Diarabey, le directeur du SAMU national. On l'écoute. D'emblée, 56 lits de réanimation ont été préparés et dégagés en tout cas pour répondre à cette riposte. Et ces lits sont répartis à Dakar dans différents hôpitaux. D'abord au niveau de l'hôpital Fann, où on a le centre Kouemo, où on a pris en charge nos 2 patients graves qui se sont aggravés tout récemment. Mais également, il y a le service de réanimation de la chirurgie cardiovasculaire. Il y a également un service de réanimation qui a été remis à neuf au niveau du service des maladies infectieuses. Il y a l'hôpital d'Al Djam également qui est en train de mettre aux normes, de finaliser très rapidement et de disponibiliser son service de réanimation. Mais il y a également un certain nombre de lits de réanimation qui ont été aménagés dans le CTE de Diamniadio. En dehors de ces 56 lits, je voudrais rassurer, il y a encore 40 lits qui sont en cours, en tout cas, de mise à disposition au niveau des autres hôpitaux. Je peux citer l'hôpital Aristide Le Dantec qui a déjà mis en place un certain nombre de lits de réanimation dans un centre dédié. C'est le cas également de l'hôpital général de Grand Yoff, c'est le cas également de l'hôpital de Pikine. La question sur les respirateurs revient très souvent. Au Sénégal, a-t-on assez de respirateurs pour prendre en charge? Moi, je voudrais rassurer que la prise en charge de ces cas graves, même si le coronavirus, a un trophisme en tout cas sur l'appareil respiratoire, la défaillance respiratoire dans l'aggravation est la première chose à constater. Mais ce n'est pas réellement le respirateur. Tous les malades n'ont pas besoin de respirateurs. C'est une phase de prise en charge qui est assez longue.
Au-delà de l'équipement, il y a les ressources humaines. Et on sait très bien que les anesthésistes réanimateurs ne sont pas très nombreux. Mais au Sénégal, quand même, on en a démontré 26 répartis dans les structures publiques et dans les structures privées. Et la société sénégalaise des anesthésistes réanimateurs et des médecins urgentistes, qui s'est réunie très récemment, en tout cas, est en train de proposer des procédures. En tout cas, beaucoup d'espoir dans la prise en charge du coronavirus. Les 55 patients guéris confortent l'efficacité de l'hydroxychloroquine pour le traitement des malades atteints du nouveau coronavirus. Le service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann espère d'ailleurs obtenir des résultats encore satisfaisants et dans les prochains jours, mais aussi sur les autres cas. Cette molécule sera donc combinée à l'azithromycine pour plus d'efficacité. Toutefois, les autorités mettent en garde contre l'automédication qui est très dangereuse. Sur les 195 cas officiellement déclarés positifs au Covid-19, 55 patients ont retrouvé la santé grâce à l'hydroxychloroquine qui confirme son efficacité chez les malades. Professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de Fann. Mais les résultats que nous avons constatés nous rassurent et rassurent toute mon équipe et nous allons continuer dans ce sens. Nous allons même mieux dans les jours à venir y associer de l'azithromycine, ce qui devrait nous permettre d'avoir de meilleurs résultats. Cependant, la prise en charge ne doit pas se limiter au traitement spécifique, c'est tout un package. Les autres aspects thérapeutiques doivent être de mise pour espérer plus d'efficacité. Nous devons en même temps traiter les comorbidités, parce que nous avons des patients qui nous viennent avec beaucoup d'autres pathologies associées, telles que le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale, l'hypothyroïdie. Nous devons aussi prévenir les complications, telles que la maladie thromboembolique. Cette maladie peut se compliquer d'embolie pulmonaire et tuer le malade. Nous devons aussi prévenir les surinfections. Chez certains sujets qui ont une atteinte pulmonaire, nous devons donner des antibiotiques pour éviter que la surinfection n'emporte le malade. Le professeur insiste encore une fois sur ce fait. Ces résultats obtenus ne doivent en aucun cas pousser à l'automédication qui reste dangereuse. Et c'est pour éviter d'avoir des effets secondaires inconnus et gravissimes peut-être. Toutefois, il est important de souligner que le combat n'est pas le combat de la prise en charge, mais la riposte, c'est avant tout la prévention. Et la prévention passe par respecter les mesures qui ont été proposées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. C'est ce respect des mesures édictées qui nous fera gagner la guerre. À ce jour, 1738 tests ont été réalisés par l'Institut Pasteur de Dakar, des tests pour l'essentiel pratiqués sur des malades hospitalisés, des cas contacts, mais aussi des cas suspects à haut risque. L'Institut Pasteur va d'ailleurs renforcer sa capacité de prise en charge de 500 tests par jour. L'Institut veut aller à 1000 tests au quotidien, un laboratoire mobile déjà installé à Touba et un autre labo sera bientôt ouvert à Ziguinchor. Le point avec Mariam Ndiaye. C'est depuis le 26 février que l'Institut Pasteur a démarré l'identification des cas suspects. Et depuis ce jour, le nombre d'échantillons ne cesse de croître. Il est passé d'une 50aine pour atteindre la barre des 200 cas testés. L'Institut Pasteur dispose de matériel capable de réaliser plus de 500 tests par jour. Et ce chiffre pourrait être doublé selon le directeur de l'Institut Pasteur, le Dr Amadou Alfassal. Au jour d'aujourd'hui, les capacités sont de 500 tests jour au sein de l'Institut Pasteur, avec très prochainement une montée à une capacité de 1000 tests par jour. Ces tests-là vont être déployés non seulement au niveau du site de l'Institut Pasteur à Dakar, mais aussi sur Touba. Des tests sont faits. Depuis le 14 mars 2020, un laboratoire mobile est positionné au centre de santé de Darou Khoudoss de Touba pour se rapprocher d'un foyer important qui était le foyer de Touba sur les instructions des autorités de manière à juguler rapidement cette situation. Et c'est ainsi que ce laboratoire a testé non seulement pour la zone de Touba, mais aussi la région de Diourbel, Louga, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Matam, Tambacounda. Ces capacités vont encore être déployées dans la zone de Ziguinchor, où un laboratoire, l'Institut Pasteur, sera mis en place pour se rapprocher là aussi des malades
dans le but de mieux les prendre en charge. La propagation de la pandémie suscite des inquiétudes et fait poser le débat du dépistage massif. Et sur ce point, les avis divergent. Mais pour le directeur de l'Institut Pasteur, ce dépistage massif ne se justifie pas ici au Sénégal. Il ne se justifie pas aujourd'hui un dépistage massif qui présente des limites importantes compte tenu des capacités existantes et des aspects logistiques. La situation du Sénégal ne le justifie pas. C'est pourquoi, jusqu'à présent, il a été mis en place cette stratégie pour laquelle chaque personne qui est considérée comme un cas suspect va être prélevée et son échantillon transmis pour test. Ici en Afrique, des pays comme l'Afrique du Sud et le Cameroun ont opté pour le dépistage massif, même cas de figure en Allemagne. Les districts sanitaires de Pété, Dagana, Linguère, entre autres, manque de matériel de protection, combinaisons, gants, flacons de gel et masques, des manquements dénoncés par le SUTSAS. Il y a beaucoup de disparités dans la répartition des équipements. Le gouvernement est interpellé malgré les efforts déjà consentis. Le personnel de santé est très exposé, alerte le coordonnateur de l'Alliance And Gueusseum, secrétaire général national du SUTSAS, Mbalo Diatam, joint par des Mariam. Le souci, c'est que notre cri de guerre avait été entendu relativement au déficit qu'on avait de matériel et d'outils de protection. Il y a eu des efforts qui ont été faits, donc ça et là, parce que des équipements ont été acheminés dans les régions. Donc ces équipements sont gérés ou bien répartis par les comités régionaux de gestion de ces luttes-là. Mais on nous signale par endroit beaucoup de manquements. Et donc, et pour exemple, nous avons, pour ce qui est du district de Pété, des informations nous ont été remontées le 31 mars. Et pour le Pété, il n'y avait que 4 équipements de protection individuelle pour tout le district, 5 flacons de gel de 500 millilitres, donc, et une boîte de masques pour chaque poste de santé. Vous voyez, pour ce qui est de Dagana, on nous avait signalé qu'il y avait 6 masques par poste ou point de prestation de service, un flacon d'alcool gel par poste et 2 équipements EPI, 2 équipements donc de protection individuelle pour le centre et 0 paire de gants. Et pour ce qui concerne le district de Linguère, donc pour ne citer que ces districts-là, chaque suite avait reçu 25 masques et rien, donc pour le reste, donc des équipements. Donc nous voyons que même si des efforts ont été faits au plan régional, mais la distribution au sein des districts et pour ce qui est des postes de prestation, donc il y a donc des gaps à combler encore. Mais qu'est-ce qui pose problème dans la répartition? Bon, on ne sait pas trop. Donc, c'est vrai, il y a une tension au plan international donc de ces équipements-là parce que les pays qui les fabriquent en ont beaucoup plus besoin que nous. Nous avons effectivement un besoin de rationalisation, mais aussi, il y a aussi un impératif, c'est celui de protéger le travailleur. Parce que celui qui est en contact avec le malade, et il est le premier et le dernier rempart. Et s'il est contaminé aussi, donc il est mis en quarantaine. S'il est contaminé aussi, il contamine sa famille et il devient un vecteur donc dangereux que les autres. Donc, de ce point de vue, nous gagnerons donc à les protéger davantage. On ne fera jamais assez pour eux. Et si on considère que si un masque, on le porte pour 3 heures de temps seulement, vous voyez la consommation de masques par jour, rien que pour les infirmiers, les chefs de poste de santé, qui tournent autour de 1700 et quelques. Vous voyez ce que ça fait comme besoin journalier. Donc il y a un déficit qu'il faut combler. Nous le réclamons aussi, nous ne le réclamerons jamais assez, davantage de protection et davantage d'équipements de détection de cette maladie-là. Nous étions avec Mbalo Diacham, interrogé par Mamdiara Da Silva. Le coronavirus chamboule aussi les horaires d'inhumation dans les cimetières chrétiens de Saint-Lazare et Bel-Air. Les inhumations se feront désormais dans la matinée de 8h à 13h, compte tenu donc du couvre-feu. Le COGESIC, Comité de gestion des cimetières catholiques, a procédé à un réaménagement des horaires d'accès aux cimetières. Il rappelle aux familles les mesures recommandées, à savoir la distanciation des kits d'hygiène sont d'ailleurs mis à disposition au niveau de chaque cimetière. Pascal John, président du COGESIC, avec Marie-Rosalie Ndiaye. En fait, vous savez que les enterrements se faisaient généralement tous les jours, de 8h jusqu'à presque 19h. Il se trouve qu'avec les mesures de l'État adoptées par l'Église, alors le transport devient difficile et tous nos fossoyeurs habitent généralement dans la banlieue. Alors nous avons voulu, en phase avec l'Église, ramener les horaires de 8h jusqu'à 13h. Voilà, ce qui permettra aux fossoyeurs de rentrer à temps pour ne pas avoir de problème. Mais en dehors de ces tranches d'horaires, nous avons des kits pour protéger nos fossoyeurs. Et il y a aussi du savon, des détergents pour se munir de tout microbe. Et puis, nous demandons aussi aux fidèles chrétiens de respecter les distances.
C'est-à-dire que les forceurs ont constaté que voilà, ils les entourent, ils ne respectent pas l'intervalle entre deux personnes, c'est-à-dire au minimum 1,50 m. Là, ils ne respectent pas, ils les entourent et nous voulons quand même préciser cela pour que voilà, mettre à l'abri ces forceurs. Voilà à peu près des mesures qu'on veut prendre. Parce que vous savez que les églises sont fermées présentement. Alors la communication, on ne peut plus passer par les paroisses pour faire ces communiqués. Donc on est obligé d'utiliser ces médias pour au moins que les fidèles puissent l'entendre. Donc c'est généralement ces mesures qu'on voulait prendre. Le coronavirus perturbe également le secteur de la surveillance et de la sécurité. Pour certains vigiles, les horaires ont été réaménagés. Le port de masques obligatoire pour se conformer aux mesures édictées. Mais pour d'autres agents, c'est déjà le chômage partiel à Fatou Bari. Ils sont souvent positionnés à l'entrée des entreprises privées comme publiques. Les vigiles, chargés d'assurer la sécurité des lieux qu'ils gardent, ont pour certains vu leurs horaires de travail réaménagés. C'est pour se conformer aux mesures de couvre-feu en cours dans le pays. De 6h à 7h. Mais en ce moment-là, puisque la maladie là, on a changé maintenant. C'est de quelle heure à quelle heure maintenant? De 6h à 17h. Ceux qui doivent venir à 15h, on a changé le planning. S'ils viennent à 15h, ils descendent à 23h. Comme il y a le couvre-feu, bon, nous avec le couvre-feu, bon, on n'a pas de problème. Parce que nous sommes des agents de sécurité. Alors notre batch, on peut circuler. Au lieu de travailler de 7h à 15h, qui fait de 7h à 19h. Leur métier fait qu'ils sont obligés d'être à proximité des personnes qui entrent ou sortent de leur lieu de travail et pourtant, tous ne disposent pas de mesures de protection. Non, pas encore. Bon, moi, en personne, je les jette 24 heures et je les jette dans le poubelle. Mais à côté, d'autres en ont. On nous a poussé des gels antiseptiques, on a poussé aussi des masques. On a aussi des savons, des eau de javel, tout ça, on a ça. Le coronavirus affecte fortement le monde des affaires, ce qui se traduit par la mise sous chômage partiel de beaucoup de collègues de ce vigile. Ils sont nombreux, on a diminué beaucoup de personnes. Oui, ils vont aller rester chez eux jusqu'à la fin de la maladie. Après, on reprend. Vigiles, gardiens, veilleurs de nuit, ces hommes qui assurent la sécurité des personnes et des biens continuent de faire leur travail tout en assurant se conformer aux mesures édictées. Transport à Rufisque, les calèches encore sur les routes malgré la rude concurrence et les travaux du TER. Ce moyen de transport continue de desservir plusieurs quartiers de Rufisque. Le reportage est signé Josette Kali. Elle faisait partie des moyens de transport les plus convoités par les habitants des 4 communes de plein exercice. Assis sur leur calèche aux couleurs du drapeau national ou de leurs AIC respectives, Doudou et Saliou conduisent ces calèches depuis des années maintenant. 2008 là, commencé à faire 30 ans. Cela fait presque 30 ans que je mène cette activité. Je ne connais que les calèches. C'est dans un lieu pas commode qui leur sert de garage où dégage une odeur nauséabonde qu'ils listent leurs difficultés auxquelles sont venues s'ajouter les barrières imposées par les travaux du train express régional. C'est très difficile de stationner. Les véhicules nous rendent vraiment difficile la tâche. Ils nous arrachent la priorité comme pas possible. Dans certaines localités comme Dangou, les populations peinent aujourd'hui à rallier la ville à cause des travaux du train express régional. Même si au fil des années, les autobus et clandos leur ont ravi la vedette, ces calèches assurent toujours la navette dans plusieurs dessertes de la ville de Rufisque au grand bonheur de leurs propriétaires. Nous rallions Mérina, Tchaoulen, Koloban et Kerikao, mais aussi Dangou, Fass, Djorga, Djorg Serif ou Santhiaba. Le client doit débourser 200 francs pour arriver à destination. Dieu merci, vraiment j'arrive à gérer ma famille. J'ai même construit une maison grâce à cette activité. Il est quasi impossible de voir maintenant ces calèches à Dakar ainsi qu'à Gorée, mais cet héritage du colon continue d'animer les rues des villes de Rufisque et de Saint-Louis, et ce malgré l'évolution notée dans le milieu du transport.
Avec le coronavirus, toutes les compétitions sportives sont à l'arrêt. Les équipes s'organisent et s'adaptent à cette nouvelle situation. Des programmes sont remis aux joueurs pour maintenir la forme, mais la réalisation de programmes pose problème selon le coach du Stade de Mbour, Cheikh Gueye, avec El Hadj Malick. Oui, il faut reconnaître que c'est une situation un peu compliquée. Vous savez, en temps normal, en tant qu'entraîneur, ce qu'on faisait à l'approche d'une trêve demi-saison ou d'une trêve de fin saison, c'était déjà un changement dans notre planning d'entraînement. Plus on élaborait un protocole pour les joueurs, pour qu'ils puissent le faire durant les vacances. Mais aujourd'hui, la situation était tellement surprenante due au Covid 2019, de telle sorte qu'on était obligé à la hâte d'élaborer un protocole, même s'il faut reconnaître aujourd'hui que ce protocole, sa réalisation est un peu compliquée pour les jours parce qu'on nous demande un confinement chez nous. Les terrains sont fermés, donc vous savez, c'est pas tout le monde qui dispose d'une maison où il y a des espaces pour pouvoir vraiment s'épanouir dans ce sens. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué. Il faut aussi reconnaître, même pour la valorisation de ce protocole pour l'entraîneur, c'est un peu compliqué parce que nous sommes un peu loin avec les joueurs. Donc dans une telle situation, c'est l'entraîneur, les joueurs ou en quelque sorte les pratiquants qui doivent être conscients et que chacun vraiment fasse ce qu'il peut faire pour qu'une prochaine reprise ne sera pas trop surprenante. Championnat allemand à l'arrêt à cause du coronavirus, des joueurs profitent du confinement pour reprendre des études et suivre un enseignement à distance. La plupart s'orientent d'ailleurs vers la gestion du sport, selon la presse allemande. Nous terminons par le promoteur Luc Nicolaï qui reste en prison. La chambre d'accusation de Saint-Louis s'est déclarée incompétente suite à sa demande de liberté totale. Le promoteur mbourois est retourné en prison au mois de décembre dernier dans le cadre de la drogue du Lamentin Beach. Avec son incarcération, le combat à Mabaldé contre Modulo est incertain. Tout de suite, info écho avec Rapsa et Limanouane. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Avec la propagation du coronavirus qui plombe leurs activités, les entreprises vont être soutenues par l'État. Prétexte pour nous intéresser à ces structures, leur rôle dans l'économie, leurs moyens et modes de fonctionnement. Babacar Samb. L'entreprise a pour fonction de produire des richesses, c'est sa mission fondamentale. Dans cette approche, le seul impératif de l'entreprise est d'optimiser la combinaison productive en faisant varier les facteurs de production. Les différents types d'entreprises sont entre autres le URL, entreprise individuelle ou unipersonnelle à responsabilité limitée, la SAR, société à responsabilité limitée, la SNC, société en nom collectif, la SA, société anonyme, la SCS, société en commandité simple, la SCA, société en commandité par action. Lorsque l'on envisage de créer une entreprise, il convient de choisir un statut. Ce choix entre les différents statuts d'entreprise possibles est complexe et important car il a un impact sur de multiples paramètres. Statut social du dirigeant, fiscalité, règles juridiques applicables. Une entreprise produit et vend des biens ou des services. Pour se développer, l'entreprise doit générer du profit. Autrement dit, les revenus dégagés par la vente des biens ou des services doivent être supérieurs aux coûts engagés pour les produire et les promouvoir. Une entreprise est une structure économique et sociale qui regroupe des moyens humains, matériels, immatériels et financiers qui sont combinés de manière organisée pour apporter des biens ou des services à des clients dans un environnement concurrentiel ou non concurrentiel. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de nous avoir suivis. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie.
Covid-19, 195 cas positifs, un décès, 55 guéris, 138 encore sous traitement. Premier bilan mensuel donné par le ministère de la Santé qui a également rapporté 5 nouveaux cas ce 2 avril. Le Sénégal expérimente depuis quelques jours l'hydroxychloroquine qui donne de bons résultats. Le service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann reste optimiste pour les prochains jours. 50 lits de réanimation sont prêts, 40 autres seront disponibles sous peu. Pour le diagnostic du coronavirus, l'Institut Pasteur de Dakar veut aller à 1000 tests par jour. Un laboratoire mobile est déjà installé à Touba, un autre sous peu à Ziguinchor, mais ailleurs à l'intérieur du pays, les districts sanitaires manquent de matériel de protection. Le personnel de santé est très exposé des manquements dans la répartition des équipements dénoncés par l'Alliance Onde Gueusseum. C'est le cas dans les districts de Pété, Dagana et Linguère, entre autres. Pour la nécrologie, retenez que le comité de gestion des cimetières catholiques a réaménagé les horaires d'accès avec le couvre-feu. Les inhumations se font entre 8h et 13h à Bel-Air et à Saint-Lazare de Béthanie. Info, Éco et le sport ont complété ce journal mis en onde par Alassane Wade à la présentation des Hadi Diop. Dans quelques instants, votre chronique sur nutrition avec Dr Buncher Seck. Merci d'avoir suivi.